Leïla, je disais, Buffon, oui. Oui, un génie universel comme seuls les siècles des Lumières a pu en enfanter. Alors en fait, Buffon, c'est le nom sous lequel on le connaît tous, mais originellement c'est Georges-Louis Leclerc. Alors, il vient de Montbard, c'est pas très loin d'ici. Hein, c'est la région, oui. Et justement, là-bas, il y a un musée qui lui est consacré et c'est parti pour la visite. Allez, alors ce Georges, sa vie en fait, c'est les bestioles. Hein, il a passé son temps à les empailler, à les stocker dans du formol. C'est un peu comme Ferniaud, sa vie c'est les bestioles. À les scruter au microscope. Ah ça c'est une chauve-souris, tiens. Son obsession c'est de recenser, de classer toutes les créatures en fonction de leur ressemblance. D'ailleurs, c'est lui qui constate le premier que le singe et l'homme ont un air de famille. Alors attention, la théorie de l'évolution, c'est pas lui, mais son boulot y a contribué. Et son œuvre majeure, c'est celle que vous voyez là, l'histoire naturelle. Et en 36 tomes, s'il vous plaît, excusez du peu, le monsieur est quand même fécond. Et un carton à l'époque des Lumières, aussi important, voire plus que l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Vraiment un succès incroyable. Et d'ailleurs, on a là sur le plateau quelques éditions de Buffon, vues par Benjamin Rabier. Ça doit vous évoquer un célèbre fromage que les enfants aiment beaucoup, avec une vache avec des boucles d'oreilles. Voilà. C'est l'avant Darwin, hein, Buffon, on peut dire. Voilà, il y a eu Buffon, Darwin par la suite. Et donc il y a toute une grande partie de l'histoire naturelle de Buffon qui a été adaptée, remise en dessin pour les enfants, pour les plus grands, dans des très 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 belles éditions. Le travail de Georges, hein, je vais l'appeler comme ça parce que je suis toujours très intime, toujours avec les personnages historiques, est vraiment édifiant. Alors justement, ce Georges, que je vous en dise un tout petit peu plus, il est juste agaçant le garçon, parce que c'est un Buffon, lui. Non, parce qu'à 16 ans. Monsieur Buffon, à 16 ans, lui, il est passionné par les mathématiques. Les mathématiques, c'est comme ça. Il lit Newton. Alors, je sais pas si à 16 ans, vous en voyez souvent, des gamins comme ça. Et à 27 ans, il devient membre de l'Académie des sciences. Et justement, grâce à monsieur Vessières-Pommeau de la Grande Forge, on a la chance d'avoir sur ce plateau son épée d'académicien. Et si on peut regarder un petit peu le détail, on voit forcément tous les dessins d'animaux. C'est l'Académie des sciences ou française? Des sciences. Parce qu'il est entré aussi à l'Académie française, un peu plus tard. Plus tard, mais à 27 ans, déjà l'Académie des sciences. Regardez la garde, il y a des animaux sur la garde. Hein. Si les caméras peuvent venir, voilà. Regardez, voilà. Et il n'est pas simplement nommé à l'Académie, il est aussi intendant du Jardin du Roi. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il était jardinier, le garçon. Hein, faut pas plaisanter. Juste, vous venez de vous faire gauler l'épée. Hein. À l'époque, non mais je sais que Clémentine, c'est toujours comme ça. Voilà, elle y peut rien. Donc il était jardinier, intendant du Jardin du Roi. Ça veut dire que c'était un scientifique vraiment d'exception. Mais, il n'y a pas que les bestioles dans la vie de Buffon. Eh ben non. Il est aussi un peu plus étonnant, une sorte de marchand de canons. Alors j'exagère un peu. Tiens, c'est-à-dire ? C'est un businessman, le garçon, parce que en tant que scientifique, il a fait beaucoup d'expériences sur le fer et des expériences qu'il a mises à profit pour fonder son entreprise, la Grande Forge. Voilà. Et on va voir un petit peu ensemble. C'est une usine qui est encore debout, qui fonctionne plus, bien sûr, mais qui se visite. Alors, l'intérêt du lieu à l'époque, c'est qu'il a concentré dans un seul endroit toutes les étapes de la production de fonte et du fer. Et ça, c'était malin. Donc là, c'est le haut fourneau. C'est ici qu'on fait fondre le minerai. Et on voit toujours, et c'est assez étonnant, les grandes roues qui permettaient d'actionner les soufflets de la Grande Forge. Voilà. Alors sachez que ça fonctionne encore. Hein. Ça fonctionne encore, même si ça ne produit plus du minerai, mais en tout cas, on peut la voir s'activer. Alors sachez qu'au plus haut de son activité, la Grande Forge, c'est 700 tonnes de fonte et de fer. Et c'était à peu près 400 ouvriers. Alors dans l'esprit des Lumières, ils logeaient sur place. Donc il y a encore les habitations dites domestiques. Donc ça, c'est pas mal à voir. Donc en fait, c'était une affaire qui roulait vraiment. Au début, ça marchait bien. Et d'ailleurs, il était en cheville avec la Marine nationale, le Buffon, pour des expériences sur les boulets des canons. Des canons. Naturaliste et en même temps de la modernité, de la technologie dans son travail. Et en plus, homme d'affaires. Voilà. Type brillant, quoi, Buffon. Finalement, il revendra le tout parce que sur la fin, ça sera quand même un tout petit peu moins rentable. Mais c'était un homme qui était richissime et qui a eu l'occasion de fonder cette entreprise grâce à sa bonne relation avec le roi. Merci beaucoup, Leïla. Merci beaucoup, Leïla, de toutes ces précisions sur Buffon. Tout de suite, un clin d'œil avec notre ami Vincent Ferniaud. Elle va parler toute seule, Clémentine. Ne vous inquiétez pas, elle a une épée, elle est rose. Il y a un singe sur la garde de l'épée.